On y va avec la femme nouvelle donc. Je vous rappelle qu'en 1882 sont votées en France des lois qui ouvrent l'enseignement secondaire aux France. Ne pensez surtout pas qu'on avait l'intention d'en faire des médecins ou des avocats, non pas du tout. C'était surtout de la part des législateurs l'intention de replacer ces femmes qui sont les éducatrices des petits républicains à venir dans le cadre de l'amour de la République et non pas les maintenir dans le giron clérical, c'est-à-dire les maintenir dans le monarchisme. C'était une décision avant tout politique. Et on voit très bien dans le rapport du médecin Paul Broca qui accompagne la proposition de loi, il dit la chose suivante, il faut choisir, il parle de l'éducation, du programme de l'éducation de ces jeunes filles, il faut choisir ce qui peut leur être le plus utile, insister sur ce qui convient le mieux à la nature de leur esprit et à leurs futures conditions de mère de famille. Donc il n'est pas question ici de produire des générations de femmes savantes, loin de là. Et donc il faut les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et occupations de leur sexe. Et donc les langues mortes sont exclues, on ne va pas en faire des médecins, les cours de philosophie sont allégés, on s'arrêtera à la morale. Quant à l'enseignement scientifique, il sera rendu plus élémentaire pour éventuellement faire les comptes de la maison ou apprendre le b.a.-ba des mathématiques à leurs enfants, pas plus surtout. Il s'agissait d'en faire de parfaites épouses et éducatrices. Sauf que, entre 1887 et 1900, le nombre de lycéennes diplômées tripla, passant de 4300 à 13 000. 13 000 sur toute la France, principalement à Paris d'ailleurs. On comptait en 1896 4600 institutrices, mais finalement, l'institutrice n'est que la professionnalisation de la fonction d'éducatrice. Jusque-là, pas de drame. Le drame commence quand certaines bachelières tentèrent de pénétrer le monde des facultés. Et elles furent 842 à le faire en 1895 et 20 sortirent médecins et 10 avocates. L'horreur, le drame national. Alors, chez les Anglais, ça semble se passer un peu mieux. Vous avez ici cette caricature du Punch du Charivari où une jeune femme élégante qui serait presque anabolique et prête à recevoir des hommes un petit peu à l'accent cockney quand on lit le texte dessous qui vient voir la femme médecin, ils n'en reviennent pas. Par contre, en France, regardez, il y a dans cette couverture du Petit Parisien, dans le supplément littéraire, une manifestation des étudiants contre l'admission des femmes à l'internat. D'abord parce que c'était très dangereux pour elles. Elles étaient d'une nature anabolique et peut-être ne supporteraient-elles pas la pression des études. Et puis, en sont-elles véritablement capables ? Les caricatures vont se lâcher. Elles vont se lâcher à propos de ces femmes que l'on dit nouvelles qui cherchent à changer les codes. Je vous rappelle au passage que le Code Napoléon avait consacré la totale incapacité juridique des femmes qui n'avaient droit ni de recevoir leur salaire, ni de travailler sans l'autorisation du mari, ni n'avaient de droit à divorcer. On ne reconnaissait pas le viol conjugal. Elles n'avaient aucun droit de regard sur leur dot une fois mariées, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et certaines vont rejoindre le camp des femmes socialistes qui revendiquent un certain nombre de changements en la matière. Et regardez les caricatures, vous avez celle-ci qui dit à gauche à son mari « Ah, vous êtes mon mari, vous êtes le maître ?» Eh bien non, moi j'ai le droit de vous flanquer à la porte de chez vous. Jeanne de Rouen me l'a prouvé hier soir, elle va au congrès socialiste et elle est prête à flanquer son mari dehors. Quant à l'autre ici, le mari est désespéré, cela fait 48 heures que sa femme est partie dans un congrès socialiste, le petit week-end, n'est-ce pas? Et l'enfant n'a pas l'air très bien en point. Mais il y a pire, avec les bas bleus. La série des bas bleus de Daumier, ce sont des caricatures dans lesquelles les femmes qui sont l'équivalent des élégantes d'autrefois, les élégantes de Molière, s'intellectualisent et tiennent salon, ou en tout cas ont l'intention de se passionner pour des nourritures cérébrales, dirons-nous. Vous avez ici une femme qui
est totalement oublieuse de son ménage, comme vous pouvez le voir, et surtout de l'enfant qui termine la tête dans le baquet. Il est peut-être noyé, mais elle est concentrée dans son travail. Daumier continue avec ses bas bleus. Sur la gauche, vous avez un homme qui dit la chose suivante. Depuis qu'elle a eu son accessite de poésie à l'Académie française, et pourtant moi je suis le capitaine de la garde nationale, eh bien c'est à moi, pendant que madame lit ses poésies, c'est à moi de trier le linge pour la blanchisseuse, moi le garde national. Quant à celle de droite, elle lui dit « Une femme comme moi, remettre un bouton » et là, elle lui lance le pantalon à la figure et il dit « Ça ne suffisait pas, voilà maintenant qu'en plus de porter la culotte, elle me la jette à la figure. » Voici un autre dans la série. Cette fois, c'est l'homme qui avait l'intention de brosser ses bottes puisque sa femme ne s'en occupe plus et il s'aperçoit qu'elle est en train de faire le chocolat avec le cirage pendant que madame lit. C'est la débandade. Est-ce que vous connaissez ce magnifique objet fin 19e qu'on appelle une châtelaine victorienne? Non. On y voit un sifflet, un crochet, un petit porte-monnaie, peut-être un flacon pour y mettre les sels parce qu'on est une femme anabolique. On a tendance à perdre connaissance facilement et un dé à coudre. Parce qu'on avait tout son attirail près de soi pour ne pas le chercher, être une bonne femme au foyer. Regardez, voici une autre châtelaine ici. On l'a portée à la taille pour avoir tout sous la main. Et vous en avez une sorte de caricature. Vous avez cette femme qui dit « Oh, admirez cette châtelaine que Edward, n'est-ce pas, vient de m'offrir. » Comme ça, elle a tout sur elle. C'est une parfaite épouse, encore que je pense que le poids risquerait de la fatiguer. Passons. Mais voici la caricature qui correspond. La femme qui rompt avec les principes et qui est en train de devenir ce qu'on appelait une cerveline, ou une homasse ou une cérébrale, attache les enfants avec la châtelaine pendant que madame peut enfin lire. Il y avait un homme, un illustrateur qui a publié un certain nombre de textes, dont La vie électrique. Et dans La vie électrique, il dit c'est formidable, parce que je crois que ça se passe dans les années 1950 ou 1960. Il dit c'est formidable, grâce à la révolution électrique, au siècle prochain, au XXe siècle, les femmes seront comme nous. Elles pourront se déplacer à la même vitesse parce qu'il y aura toutes ces machines. Alors, lui trouve ça extraordinaire, d'autres sont absolument médusés et catastrophés et craignent la dégénération parce que ces femmes, grâce à l'électricité, vont devenir aussi rapides que les hommes, c'est-à-dire indirectement cataboliques. Et donc, nous nous retrouverons dans une société où la différenciation entre les sexes, entre les hommes et les femmes, ne sera plus maintenue et ceci nous renvoie aux sociétés primitives à l'époque, comme disait Darwin, où les premiers vertébrés étaient hermaphrodites. Donc là, voici cette femme dominante, on dirait un chef d'entreprise puissant, avec ses objets volants qui l'entourent. Et sur cette autre illustration, vous voyez en haut une femme intellectuelle avec ses petites lunettes, n'est-ce pas? Vous avez ensuite l'élégante en pantalon. Je reviendrai sur le port du pantalon. Vous avez la lycéenne qui porte le dossier, le chapeau d'homme et fume. Privilège des hommes jusque-là. Vous avez ensuite celle qu'on appelle l'agente de bourse, on a féminisé, donc la question déjà arrivée au XIXe siècle, aujourd'hui on dit écrivain, écrivaine, professeur, professeuse, doit-on dire madame la présidente ou monsieur ou madame le président, donc c'était des questions qui existaient déjà. Vous avez ensuite en face la boursière, vous avez la duelliste femme et la volontaire, vous imaginez des femmes, nos élégantes qui sont censées être anaboliques, en train de partir à la guerre, c'est la fin du pays. Enfin, pour certains, pour lui, non. Et puis se pose la grave question de la bicyclette. Vous voyez que cette femme n'a pas l'air d'avoir des mœurs ou des transes utérines. On parlait à l'époque de fureurs utérines. Et pourtant, je vais vous relire un texte qui date de 1900, qui est signé de Ludovic O'Folowell, qui était un médecin français, « Bicyclette et organes génitaux ». On s'accroche, voilà. La cyclomanie, en dehors de ses périls ordinaires, comporte pour les femmes les mêmes inconvénients que la machine à coudre. Elle amène les mêmes effervescences, les mêmes surexcitations lubriques, les mêmes accès de folie sexuelle. Il faut savoir qu'à l'époque, certains pensaient qu'effectivement, le taux de prostituées parmi les couturières était élevé. Mais on n'a pas toujours donné des raisons économiques à la chose. On a parfois donné des raisons d'ordre sexuel. Le frottement des pieds sur la pédale.
Je vous le lis. Les effets produits par la machine à coudre et la bicyclette ont été comparés. On sait combien l'emploi de la première, donc la machine à coudre, peut avoir de danger car le mouvement de va-et-vient de la pédale n'est ni large ni complet, il ébranle la partie inférieure du corps. Dans une sorte de crispation des mollets, les grandes lèvres frottent sur les petites et la chaleur qui en résulte provoque fréquemment l'onanisme. Donc ces pauvres femmes subissent des folies nymphomaniaques qui expliquent le taux de prostitution chez les couturières. Et mon Dieu, nos femmes pratiquant la bicyclette, on les appelait les bicyclettistes, ne vont-elles pas subir le même sort? Et il continue. S'il y a masturbation, pardonnez-moi, c'est qu'il y a manœuvre de la femme. Quand même, il se dit, elles ne vont pas toutes agir de la sorte avec une bicyclette. Et le médecin explique, soit en se penchant en avant sur le pommeau de la selle, de façon à ce que la vulve vienne à frictionner sur ce pommeau, soit en serrant les cuisses pour actionner l'une contre l'autre les grandes lèvres et transmettre ainsi le mouvement aux petites lèvres et clitoris. On a la totale. Voici le risque que prennent vos femmes à bicyclette, est-il en train de dire, mais quand même, pas toutes. Donc, elles peuvent encore prendre le plein air, il faut juste faire attention. L'autre problème de la bicyclette, c'est le port du pantalon. Je vous signale que depuis le début du siècle, le pantalon est interdit de port, sauf à demander une autorisation de travestissement à la préfecture. Dans les années 1890, on va avoir deux changements de motion, enfin deux changements de la loi qui va autoriser toute femme ayant un guidon entre les mains ou les rênes d'un cheval à porter le pantalon, d'où ces femmes en pantalon, mais regardez en même temps, elles portent un chapeau d'homme, la plume et la décoration est très réduite, et elles fument. Donc ce sont ces homas, ces femmes nouvelles qui sont aussi à bicyclette. La caricature de Grelot est en cela absolument extraordinaire, tous les petits dessins sont délicieux. Regardez cette femme, donc, cette femme nouvelle, c'est donc le phénomène de la femme nouvelle que vous voyez ici dans toute sa splendeur, qui s'est masculinisée, on les appelait donc les homas et les cervelines. Elle donne les indications à son pauvre mari qui en est réduit à la vaisselle, au baquet et à jarrer des enfants qui braille, elle fume, porte le canotier et regardez quelles sont les idées qui l'entourent. La liberté de prostitution, ce n'est pas exactement ça, c'est qu'elle a le droit, comme les hommes, d'avoir une vie adultère. Je vous rappelle qu'à l'époque, les femmes adultères étaient condamnables, je crois, entre 2 mois et 2 ou 3 ans de prison, alors que les hommes, non. Lorsque un cas d'adultère était soupçonné, la police pourrait arriver, on n'aurait jamais enfermé l'homme adultère, mais la femme, elle, allait effectivement en prison. Et puis vous avez ensuite les conséquences de ces adultères. Les hommes seraient contraints à élever la progéniture dont on ne connaît pas toujours l'origine d'ailleurs. Le pauvre père n'est plus vraiment le père, mais il est devenu l'éducateur. Vous avez ici une image de la Ligue de la paix. Dans les ménages, cette fois, c'est SOS Hommes battus. Donc, je vous ai donné ici une idée de la femme nouvelle. Dans une 3e partie après le break, après la pause, je vous parlerai de l'impact de ce phénomène nouveau qui est la peur de la nouvelle femme dans la peinture et dans les arts décoratifs de la 2e partie du 19e.